Il y a 12 mois, à Perth, en Australie, les Aussies avaient dominé l'édition 97 des championnats du monde. Cette année, l'événement est de nouveau en Europe et les stars du vieux continent ont bien l'intention de prendre une belle revanche. Salut à tous, bienvenue à Lausanne où plus de 150 des meilleurs triathlètes du monde se sont donné rendez-vous pour ces 10e championnats du monde de triathlon courte distance, c'est-à-dire distance olympique. À mes côtés, comme régulièrement, Laurent Chopin. Laurent, bonjour. Bonjour. Laurent, pour ceux qui l'ignorent encore, entraîneur et collaborateur de la revue 220, une revue dans laquelle vous pouvez suivre l'actualité du triathlon, bien évidemment. On écoute Juan Antonio Samaranch qui est très heureux de voir le triathlon prendre sa place aux Jeux Olympiques de Sydney, parce que pour lui c'est un sport en pleine expansion et un sport qui mérite totalement ce statut. Vous découvrez le palmarès des 9 précédents champions du monde. Mark Allen, la légende de Grip, remportant l'édition 89. Et puis depuis, on a vu beaucoup d'Anglais, en fait surtout un seul homme, Simon Lessing, et puis 3 Australiens. Chez les dames, premier titre pour Erin Baker, la néo-zélandaise. Mais c'est vrai que du côté des États-Unis, on a pris un titre, comme du côté du Canada. Et puis sinon, c'est l'Australie qui domine chez les dames, l'Australie qui est en pole position chez les messieurs, même si c'est Simon Lessing, entre autres, qui permet à l'Angleterre de mener au titre au compte des victoires. Vous découvrez le parcours, un parcours particulièrement exigeant avec 1 km 500 de natation, 40 km de vélo et puis 10 km de course à pied. Vous découvrez Mike Stewart qui nous explique et qui nous montre surtout l'endroit critique du vélo. On est à la borne des 5 km et un pourcentage très élevé, 18% durant 200 mètres avec, comme vous pouvez le découvrir, une route très étroite du public. Bref, ça va être très compliqué. Ça devrait permettre aux très bons cyclistes d'en profiter. Il pense notamment à Walton, Bennett, Lessing chez les messieurs, Jones et Carney chez les dames. Le départ des messieurs avec Juan Antonio Samaranch sous le soleil de Lausanne. On va se retrouver ici dans le lac Léman, le lac de Genève, ça dépend de quel côté on se trouve. Et puis on va parcourir 1500 mètres de natation, une grande boucle d'1 kilomètre et puis une petite boucle de 500 mètres. Le départ dans quelques secondes. Et on va suivre tout particulièrement, bien sûr, le champion. Alors qu'il y a eu un petit accident là, vous montrez quelque chose. Oui, visiblement les plongeurs qui doivent assurer la sécurité ont été un petit peu surpris par le départ, et visiblement il y a quelques triathlètes qui ont réussi à passer à côté, mais d'autres qui sont passés un petit peu par-dessus, voire dessus. L'avantage quand on est plongeur, c'est que justement on peut plonger et aller en profondeur et éviter les nageurs. Alors il faut savoir quand même qu'il y a un sacré plateau, là on vous en a parlé, et on va retrouver notamment le champion du monde en titre, Chris McCormack, qui s'est imposé l'an dernier, le triple champion du monde, Simon Lessing, le britannique, et puis aussi celui qui mène au classement de la Coupe du Monde pour l'instant. Et si ma mémoire est bonne, c'est Hamish Carter, le néo-zélandais. Il avait juste manqué Spencer Smith en préparation pour Hawaï et Greg Welch qui s'est blessé il y a quelques semaines, d'après ce que j'ai entendu dire, en se prenant la main ou le pied je crois que c'est le pied dans une de ses roues, et qui lui a valu quelques points de suture. Alors vous découvrez une nouvelle fois ce parcours avec la grande boucle d'1 kilomètre et puis la petite boucle de 500 mètres sur ce lac de Genève. Il faut savoir que la température était entre guillemets fraîche, moins de 20 degrés, ça veut dire qu'on a mis les combinaisons, et ça veut dire aussi, et ça c'est un petit peu plus technique mais c'est beaucoup plus intéressant, que le niveau de natation va s'en trouver un petit peu nivelé, en fait, c'est le cas de le dire. Oui, c'est sûr, oui, puisque le problème, l'avantage et le problème avec les combinaisons un petit peu dans le même temps, c'est que la flottabilité étant améliorée, les moins bons nageurs, mais là on parle de moins bons nageurs, ça ne veut pas dire grand chose parce que nous sommes sur un championnat du monde. Toujours est-il que les excellents nageurs vont avoir un peu plus de mal à faire la différence, car justement les moins bons nageurs, c'est un petit peu comme le drafting en vélo, va permettre aux moins bons nageurs de s'accrocher et de gagner quelques secondes par rapport aux tout meilleurs. Rappelez-vous, l'an passé,
Emma Carney, après avoir outrageusement dominé la saison, eh bien s'était imposée pour son premier titre de championne du monde. L'Australienne avait complété le podium, puisqu'on retrouvait 3 Australiennes sur le podium. Et puis chez les messieurs, eh bien victoire aussi de l'Australie. Emma Carney. Ouais, petite Coupe du monde d'Ishigaki. Oui, Ishigaki cette saison où elle a remporté la première étape de la Coupe du Monde, mais depuis ça s'est beaucoup moins bien passé. Et comme Chris McCormack nous l'explique, comme Macca nous explique, c'est beaucoup plus facile de rejoindre le sommet, d'aller vers le top que d'y rester. Et c'est vrai que c'est une fois qu'on y est, c'est une toute autre histoire. Mais quoi qu'il arrive, il ne voudrait pas échanger sa place. Il pourra dire à ses enfants qu'il a été champion du monde. Mais maintenant, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile, plus de pression. C'est différent. Beaucoup plus d'attentes forcément de ses partenaires financiers, de ses sponsors. Et c'est vrai que c'est un petit peu l'histoire de Macca, c'est un petit peu l'histoire d'Emma Carney. C'est que l'année dernière c'était domination, et que cette année, eh bien, c'est un peu plus difficile, notamment pour Carney. Il faut savoir que, on vous le rappelle, les Australiens avaient fait 1, 2 et 3, que chez les messieurs, l'Australie avait remporté le titre devant la Nouvelle-Zélande. 3e place pour Simon Lessing. C'était le seul Européen présent sur le podium, un Européen. Vous l'ignorez peut-être pas, qui a quand même vécu pas mal de temps en Afrique du Sud. Oui, tout à fait, oui. Et qui a pris il y a quelques années, il a la double nationalité, donc africaine du Sud et anglaise. Et britannique. Et britannique, j'allais dire grande-britannique. Grande-Bretonne. Oui, grande-bretonne. Et qui lui a permis d'échapper, entre guillemets, un petit peu au fait que l'Afrique du Sud soit interdite de compétition internationale jusqu'il y a quelques années. Oui, c'est ça, il faut replacer tout ça dans le contexte. Pour ceux qui l'ignorent, et il y avait encore quelques années, un blocus qui faisait que les Sud-Africains ne participaient à aucune compétition internationale. Tout ça dans le but de lutter contre l'apartheid. Depuis, l'apartheid est tombé. Les Sud-Africains ont retrouvé le concert international, et Simon Lessing n'aurait probablement pas changé de nationalité si les conditions avaient été celles qui sont celle du jour aujourd'hui. Alors pour l'instant, on a, comme on pouvait s'y attendre, un plateau plutôt resserré sous les yeux de Juan Antonio Samaranch et des 40 000 spectateurs. On attend 40 000 spectateurs tout de même aujourd'hui. C'est vrai que la journée est plutôt ensoleillée, agréable. On retrouve Simon Lessing qui est dans ce groupe de tête avec Chris McCormack, le champion du monde en titre, avec Amish Carter, l'actuel numéro 1 de la Coupe du Monde, et Greg Walton, un autre Australien avec le bonnet bleu, est en train de prendre une légère avance au terme de cette première boucle. Greg Walton qui fait la différence et qui est en train de creuser un écart qui s'élève à pour l'instant pas grand chose, mais qui risque de s'élever un petit peu plus si il continue sur ce rythme. Et ça, on va le découvrir d'ici quelques instants. On a vu Stéphane Poulain en 2e position, le français. J'ai pas gros problème à le reconnaître au style, bien évidemment, qui a essayé de prendre les jambes de Greg Walton sur le départ, et qui a eu assez vite des problèmes à suivre le rythme, et qui ensuite a décidé de ralentir et de se placer sur son propre rythme, et personne n'a pris de relais. Donc il a mené un petit peu la chasse, et ça devait convenir aux autres concurrents qui étaient avec lui, puisque personne n'a voulu le relayer. On voit une dizaine de mètres les séparent, et là Stéphane n'essaiera pas tout seul de combler le trou. Greg Walton qui a gagné à Corner Brooks l'étape de Coupe du Monde du 2 août. Ouais, Greg Walton qui nous explique qu'à chaque fois qu'il prend le départ d'une course, il pense à une course comme un championnat du monde avec beaucoup d'ambition. Chaque fois, il s'élance pour gagner. Bien évidemment, il reconnaît que la pression est présente, plus présente pour ces championnats du monde, mais il essaye de ne pas trop y penser. Et puis
puis dit-il, on verra bien ce qui va se passer. Un petit peu étonnant comme approche, hein, puisqu'on a tendance maintenant avec le niveau très élevé de considérer un petit peu les courses plus comme des objectifs et certaines courses comme des passages obligés, plus que comme un championnat du monde à toutes les étapes Coupe du Monde. Ça va sans doute être un petit peu difficile à gérer à long terme ce genre d'approche. Quoi qu'il arrive, Greg Walton sera le premier à sortir de l'eau avec une quinzaine de secondes d'avance sur le reste du peloton. Et ce peloton, oui, Stéphane Poulain. On a vu juste derrière lui, me semble-t-il, Simon Lessing. Hamish Carter avec la combinaison noire. Simon juste derrière. Bref, quasiment, on a vu passer Dimitri Gag. Samuel Pierclos. Ouais, tous les favoris sont au rendez-vous. Mais ça sera bien Greg Walton qui sera le premier dans la zone de transition et très certainement Craig Bennett, c'est un petit peu étonnant de le retrouver si loin, qui est en train d'enlever sa combinaison. On peut le voir, hein, c'est comme on a l'habitude de le rappeler, là on voit un niveau très très dense et très très homogène, hormis Craig Walton qui a pris une quinzaine de secondes d'avance, mais la transition va être essentielle, hein, quand on sort entre 15 et 20 sur ce genre de situation, la différence va se faire maintenant dans la transition. Il ne faudrait pas oublier non plus Chris McCormack, le champion du monde en titre, qui est dans ce paquet des poursuivants. Là, ça arrive très très vite dans la zone de transition. Il faut savoir que entre l'endroit où l'on sort de l'eau et puis la zone de transition ici, il y a quand même une petite distance à courir. 400-500 mètres. C'est non négligeable. Oui. C'est non négligeable. Hein. C'est quelque chose d'assez éprouvant et ouais, parce que ça fait une mini épreuve de course à pied entre la natation et le vélo. 400 mètres, entre 400 et 500 mètres, ça fait entre 1,20 et 1,30 à bonne allure, hein, donc c'est non négligeable. McCormack a des problèmes avec sa combinaison visiblement, on a vu pas mal de concurrents lui passer devant. Il a l'air un petit peu coincé, Chris McCormack, le champion du monde en titre. Et ça peut être très très important, hein. Les 10-15 secondes perdues là, ça peut être l'impossibilité de pouvoir partir dans le bon paquet. McCormack est dans un paquet, sera-t-il dans le bon paquet? Eh bien, on verra ça un petit peu plus tard. Quoi qu'il arrive, c'est son compatriote Greg Walton qui pour l'instant mène la danse. Greg Walton qui a été le premier à entrer dans la zone de transition et qui doit avoir une avance qui s'élève à une vingtaine de secondes. Walton, Carter, Poula, Lessing, Hill, bref, tous les favoris sont au rendez-vous. Le fameux parcours cycliste, un parcours, on vous l'a dit, assez exigeant avec une côte notamment qui dure 200 mètres à 18%, rien que ça. Départ à 374 mètres au-dessus du niveau de la mer et puis on va jusqu'à 514 mètres juste en face de la cathédrale. Ici, une cathédrale qui date du XIIIe siècle pour ceux qui la connaissent. Et vous voyez cette côte qui risque de faire beaucoup de dégâts pour l'instant. Greg Walton, le leader, eh bien, est dans cette fameuse côte. Pour lui, pas trop de problème parce qu'il est seul justement, mais lorsqu'on est un petit peu plus groupé comme ce peloton des poursuivants, là ça devient un peu plus compliqué. Et l'on retrouve notamment dans ce groupe Lessing, Carter, Guinchard, Chris Hill aussi. Hill, le champion du monde junior 1995. Non seulement la pente a l'air difficile, mais en plus on a vu une route pavée avec ce sont des pavés. Juste derrière une route un petit peu fissurée, donc avec un rendement un petit peu aléatoire, des barrières très très proches avec les pieds qui dépassent un petit peu. C'est un petit peu étonnant ce parcours qui est vraiment étriqué. Et là on voit Stéphane Poula à la peine sur la gauche, c'est lui qui passe là. Il est bien planté. Hein. Ah oui, il est sorti 2 de l'eau, il se retrouve déjà dans le deuxième paquet. C'est Stéphane visiblement un petit peu en difficulté. Il faut savoir que c'est une boucle de 10 km, il y aura donc 4 boucles à effectuer, 4 fois cette fameuse côte et qu'elle va faire des dégâts. Pour l'instant un duo franco-suisse justement. Franco-suisse. Oui, puisqu'Olivier est aussi franco-suisse. Alors, vous écoutez Hamish Carter qui nous dit, le néo-zélandais, que pour lui, c'est une course comme les autres, enfin en tout cas comme une autre épreuve de Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de pression et que cela perturbe un certain nombre de concurrents. Mais lui, ça le perturbe pas trop. Il est plutôt
impatient de ce... Où Walton il nous a fait le sacré frayeur. On parlait de ce parcours vélo exigeant et parfois exigu. Croyez-moi, ce virage-là, il est passé tout près des balustrades. Il prend beaucoup de risques, je trouve. Hein. Oui, mais j'ai envie de dire aussi quand même que ça sera la seule critique qu'on apportera aux organisateurs, qu'il faudrait quand même bien protéger. On se rend compte ici qu'il y a des barrières, il y a beaucoup de public, mais que les barrières sont, en tout cas pour une grande partie, pas vraiment protégées. Et s'il y a une chute, c'est direct dans le métal. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai que là, Walton, il est en tête, il essaye de faire le trou. Il prend pas mal de risques, hein, c'est sûr. On a vu Olivier Marceau passer avec Guinchard, qui passe, c'est beaucoup plus fluide. On voit l'ensemble des concurrents qui passent beaucoup plus loin des bottes de paille, alors que Guinchard était les tutoyer. Il faut dire que Walton est en train d'augmenter son avance. Il a maintenant environ 30 secondes d'avance avec un groupe dans lequel on retrouve Lessing, Carter, Guinchard, Hill. Là on voit Chris McCormack en deuxième position, visiblement dans le 3e ou le 4e paquet, donc il est déjà pas mal attardé. Ouais, McCormack qui essaye de ramener ce groupe ici. Et Olivier Marceau et Jean-Christophe Guinchard qui rentrent sur McCormack, sur Walton. Ouais, Walton qui a cédé, mais il faut expliquer quelque chose, c'est que Walton a chuté. Encore. Non, mais il a chuté dans ce parcours vélo. Olivier qui revient sur lui en étant sorti de 35e de l'eau, donc un très gros vélo. Très gros vélo sur la première partie, puisque la première boucle est même pas encore terminée. Il faut dire que l'écart à la sortie de l'eau entre Walton qui est sorti en 17,30 et le 50e qui est sorti en 18,50, donc à peine 1 minute 20 pour 50 triathlètes, ça vous explique un petit peu la densité qu'il y a sur ce championnat du monde. Oui, parce que pour vous donner une idée, par exemple, Bennett est sorti avec 47 secondes de retard et McCormack lui avait pas loin d'une minute, 53 secondes de retard sur son compatriote Greg Walton. Le groupe des leaders dans la deuxième boucle de 10 km. On vous l'a dit, c'est cette année l'occasion pour les Européens de prendre une revanche. Les Européens, ils sont placés. On aperçoit le dos de Van der Linden, on a aperçu Guinchard, on aperçoit aussi deux Français bien placés. Olivier Marceau et Stéphane Bignet. Et là on s'observe un petit peu, mais c'est vrai qu'il faut à la fois observer le reste du peloton et surtout les trajectoires, parce que ça a causé quelques soucis. On voit des belles traces de frein sur la chaussée déjà, parce que comme on passe à plusieurs fois aux mêmes endroits, il y a eu quelques frayeurs. On l'a vu tout à l'heure avec Walton qui nous a fait un jeu passe très près des barrières. Il a presque été à la faute. Et là encore, c'est pareil, ça passe très près. Un étonnant choix de trajectoire, parce qu'on peut voir derrière le peloton qui passe beaucoup plus. Et voilà, ça devait arriver. Depuis le temps qu'on vous disait qu'il prenait des trajectoires très étranges. En plus, c'est la roue avant qui décroche, c'est pas la roue arrière, donc c'est la roue avant qui décroche, donc beaucoup d'angles, beaucoup trop d'angles. Pas mal de vernis en moins. Et là, Greg Walton, il faut vous assurer qu'il va être calmé pour un moment, parce que il s'est bien enlevé le vernis, comme vous disiez. Certes, c'est pas une chute grave, parce que il n'y a rien de cassé, il n'y a rien de foulé, mais c'est une chute très douloureuse. Et on peut vous le dire d'ores et déjà, il va être contraint à l'abandon, l'Australien. Et ça change pas mal de données, parce que Walton n'est donc plus seul en tête. Il y a un groupe assez conséquent. En plus, il était l'animateur de ce groupe, même quand il s'est fait rejoindre. On a vu, il a encore essayé de sortir, et justement c'est ce qui explique un petit peu sa chute. Déjà tout à l'heure tout seul, il a failli tomber, et là en essayant de sortir, toujours dans le même virage, il a mis un petit peu trop d'angle, et puis il a été à la faute. J'ai l'impression que c'est un petit peu une prise de risque un petit peu trop importante par rapport à ce qu'il essayait de faire, à ce qu'il avait à gagner en lâchant ses poursuivants. Dimitri Gag, le Kazakh, fait partie de ce peloton
C'est pratique avec le nom sur les maillots de bain. C'est très très pratique. D'ailleurs, on encourage les dirigeants à imposer ce type. C'est le cas sur la Coupe du Monde normalement. Le nom doit être écrit sur l'arrière du maillot de bain. Parce que c'est vrai que c'est déjà un problème de reconnaître les athlètes dans l'eau. Alors c'est vrai qu'on a mis en place ce système de bonnet de couleur, mais on peut pas décliner les couleurs jusqu'à l'infini. Donc c'est pas si simple que ça. Alors qu'on revoit malheureusement la chute au ralenti, et Greg Walton qui nous explique qu'il essayait de se dégager du peloton et qu'il n'était pas très content parce que personne vraiment ne faisait le travail à part lui pour sortir de ce peloton. Il voulait pas que les autres groupes reviennent derrière, et il dit j'ai pris un petit peu trop de risques et j'ai brûlé toutes mes cartouches. C'est clair, là il a bien brûlé ses pneus et surtout tout le côté qui a fait contact avec l'asphalte. Sur ce genre de chute, en général, ça se passe plutôt pas trop mal, puisque en fait, l'impact n'est pas très important, c'est plus une glissade. Et on voit Max Stewart et Jean-Sébastien Lebas, qui a pris la nationalité suisse l'année dernière, qui rentre en tête dans le parc à vélo. Alors, il y a un groupe d'une douzaine de coureurs à peu près. Ils sont même un peu plus nombreux, c'était 20 ou 23, quelque chose comme ça. Avec Hamish Carter là, qui s'en va. Et là de nouveau la transition va être essentielle pour se placer. On l'a dit la semaine dernière par rapport au championnat du monde de duathlon, entre celui qui va sortir premier du groupe et celui qui va sortir dernier, alors qu'ils ont posé le vélo en même temps, s'il y a 60, 80 voire 100 mètres, il va falloir les boucher. C'est toujours 15-20 secondes qu'il va falloir aller chercher. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a un carré australien qui vient de passer, 4 Australiens. On vous rappelle que c'est l'Australie qui s'est imposée l'an dernier, que l'Australie a jusqu'à aujourd'hui 3 titres de champion du monde. C'est autant que Simon Lessing tout seul. Alors, les résultats après cette deuxième et dernière transition. Guinchard en tête devant Carter, Chapman, Stewart, Bennett, mais c'est vrai que c'est le parcours de course à pied, un parcours de 10 km, un parcours sur les bords du lac ici. Et un parcours où ça ne nous étonnera pas, on va voir Simon Lessing prendre les devants très très rapidement. On vous l'a dit, la sortie de la deuxième transition c'était très serré. Simon Lessing s'est confié en nous disant que il a beaucoup travaillé la course à pied. Ça tombe bien parce que c'était déjà son point fort, et là on voit mal qui pourrait venir aller le chercher. Peut-être Guinchard en 4e position ou l'un des Australiens, mais ça semble d'ores et déjà mission impossible. Et ça semble prendre le chemin d'un 4e titre de champion du monde pour Simon Lessing, qui est de très loin le plus capé en la matière. Simon Lessing ici et sa grande foulée caractéristique. Elle va faire merveille cette grande foulée sur ce parcours, contre à mon vélo là, qui est complètement plat, avec un demi-tour devant le musée olympique. Donc un petit clin d'œil au CIO et à l'olympisme. Oui, c'est un gros clin d'œil même, parce qu'il faut savoir que Juan Antonio Samaranch était là. Vous avez très certainement entendu son interview en tout début de reportage où il expliquait qu'il était très heureux de l'entrée du triathlon dans le programme olympique. C'est vrai que c'est aussi un symbole, ces championnats du monde ici à Lausanne. 2 Néo-Zélandais à la poursuite de Simon, Hamish Carter et Paul Amey. Oui, Paul Amey qui avait terminé 7e l'an passé. Ça va très bien, très très bien pour Simon Lessing. En revanche, Leandro Macedo qui prend un tour à pied. Oui, c'est étonnant. Et puis étonnant aussi, c'est la performance du tenant du titre, Chris McCormack, qui est quand même, certes il n'est pas très très loin, mais il n'a jamais été aux avant-postes. Et là on retrouve Simon Lessing qui a déjà pris un petit drapeau britannique dans les mains, et puis derrière on se bat parce qu'il y a des places à prendre. On a vu les 2 Néo-Zélandais, Paul Amey et Hamish Carter. On a vu l'Australien Miles Stewart.
Olivier Marceau, le français, n'est pas trop loin, mais c'est le 4e titre donc pour Simon Lessing, qui continue d'engranger des titres et qui continue de construire sa légende. Un petit coucou au sponsor. Il sera peut-être un jour plus célèbre que Mark Allen. Oui, puisque 4 titres sur courte distance, plus 1 en 95 sur longue distance. Et pour la 2e place, c'est Paul Amy, le néo-zélandais, qui nous a proposé un très beau finish. Et puis pour compléter ce podium, eh bien un Australien, Miles Stewart. Il faut se rappeler que le podium de l'an dernier, on retrouvait un Australien, un néo-zélandais et Simon Lessing. Et cette année, on retrouve Simon Lessing, un néo-zélandais et un Australien. Pour la 4e place, eh bien, c'est un autre néo-zélandais, Hamish Carter. Martin Kernavec, le tchèque, prend la 5e place devant Dmitri Gag, le kazakh. Le premier français, c'est Olivier Marceau, 8e. Vous écoutez Simon Lessing qui nous explique qu'il a beaucoup travaillé sa course à pied cette année. Il était en pleine confiance. Pour le vélo, il était un petit peu plus inquiet parce qu'il savait que le parcours était très difficile, pas évident de savoir comment cela allait se passer, mais il avait décidé de ne pas trop prendre de risques et ça s'est finalement bien passé. Et il dit aussi que le triathlon a beaucoup progressé depuis 8 ans et que c'est de plus en plus dur, et donc il profite de ces moments où il peut encore s'imposer. Le médaillé d'argent, Paul Amy, qui nous explique que la saison n'a pas bien débuté pour lui. Il a eu quelques soucis. Il a quasiment pas pu s'entraîner jusqu'à Noël. Et puis il a fait un stage en Europe avec les Néo-Zélandais. Et maintenant, cela va beaucoup mieux. La preuve, et il en est très très heureux. C'est vrai qu'il a de quoi être satisfait. 7e l'an dernier, on ne l'attendait très certainement pas sur le podium. Et Miles Stewart, lui, est très heureux de sa 3e place. Il nous rappelle que c'est dommage pour Greg Walton d'avoir chuté, mais pour lui, quoi qu'il arrive, il serait revenu sur Walton. Et il est très heureux de se rappeler au bon souvenir de ses compatriotes, parce que c'est vrai que Miles Stewart, on avait tendance à l'oublier dans l'équipe d'Australie. Un beau podium, ma foi, avec le 4e titre de champion du monde pour Simon Lessing devant Paul Amy et Miles Stewart. On vous rappelle le résultat d'Olivier Marceau, le premier français, à la 8e place. Stéphane Bignet terminant pour sa part 17e. Et Marcus Keller, le Suisse, en 19e position. Tim Dunn sur la course junior, a priori. Anglais aussi, qui va assurer la relève de Spencer et de Simon. On l'avait déjà vu pas mal sur la Coupe d'Europe et faire des résultats chez les grands. Et il nous explique que tout le rêve de tout athlète, ce sont bien sûr les Jeux de l'an 2000. La semaine dernière, il a gagné sa place dans le groupe olympique. Il en est très heureux. Et maintenant, il sait que ça sera très difficile pour la qualification olympique dans l'équipe de Grande-Bretagne. En sachant que le patron maintenant du groupe olympique de Grande-Bretagne est Grégoire Millet, l'ancien coach national français. Donc Grégoire connaît très bien son travail, donc on peut en plus avec des individualités comme Simon, comme Tim Dunn qui est en train de devenir Andrew Jones à l'écran, on peut penser que les résultats de l'équipe d'Angleterre vont aller, déjà ils sont très très bons, mais vont aller encore en s'améliorant. Ouais, ça sera intéressant parce que là on est en train de se diriger vers un très beau duel entre les Australiens et les Anglais, un duel que l'on espère arbitrer par les Français. On écoute Andrew Jones, le champion d'Europe cette année, très heureux de sa saison, et il s'était préparé particulièrement pour ces grands rendez-vous de la saison. Et c'est vrai que le rendez-vous, c'est au-delà de la Coupe du Monde, ce sont bien évidemment ces championnats du monde. Andrew Jones qui était australien en début de saison, puis anglais. Ouais, ça serait quand même bien que, alors qu'on écoute Simon Lessing, on vous le rappelle, ancien sud-africain, ça serait bien qu'en triathlon, ça sera un tout petit peu plus compliqué de changer de nationalité, parce que ça va très très vite, entre les Suisses qui passent
passe français, les Français qui passent Suisse. C'est plutôt les Français qui passent Suisse que l'inverse. L'équipe de Suisse est très très costaud et l'équipe de France aussi, mais c'est vrai que Guinchard est passé, vient faire les championnats de France par sa double nationalité, mais reste suisse pour l'équipe nationale. Pour Simon, il pense que c'est très important pour le monde du triathlon, pour l'image du triathlon, d'avoir organisé ici un championnat du monde avec un parcours plutôt intéressant, et surtout le fait que ce soit à Lausanne, ici sous les auspices du comité olympique. Et c'est vrai qu'on attend maintenant avec beaucoup d'impatience, il va falloir encore patienter 2 ans, cette première édition olympique du triathlon qui promet beaucoup, en particulier aussi parce que ça se déroule en Australie, l'un des pôles, si ce n'est le pôle numéro 1 mondial du triathlon. On va s'intéresser maintenant aux dames, beau plateau aussi chez les dames, 75 concurrentes avec le top 20 au classement mondial ITU. Et on va voir tout de suite aux avant-postes Barbara Lindquist, Barb Lindquist, l'américaine, qui, comme souvent, est la plus rapide dans l'eau. Mais attention parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a Mickey Lee Jones, notamment l'Australienne 2 fois championne du monde. Il y a Isabelle Mouton et sa sœur Béatrice, 2 excellentes nageuses. Il y a Loretta Harrop, il y a Rina Hill. Et puis il y a forcément la championne du monde en titre, Emma Carney, même si celle-ci, vous l'avez vu, a bien remporté la première étape de la Coupe du Monde au Japon cette saison, mais depuis elle a connu pas mal de soucis. Barb Lindquist, l'américaine, comme attendu, et pour l'instant donc la première à se créer un sillage dans ce parcours, un parcours qui est identique au parcours masculin, soit une grande boucle de 1000 mètres et puis une petite boucle de 500 mètres dans le lac de Genève. Alors on vous parlait d'Emma Carney, la championne 97, il y a aussi Jackie Gallagher, la championne 96. Toutes 2 australiennes. Loretta Harrop ici, encore une australienne pour l'instant en 2e position. Loretta Harrop qui, si mes souvenirs sont bons, a dû remporter la dernière étape de la Coupe du Monde, dernière étape disputée avant ces championnats du monde. La bouée et le duo, un duo Barb Lindquist et Loretta Harrop pour l'instant. Un sponsor très suisse. Sponsor tout à fait suisse, mais ça tombe bien, on est en Suisse. Ça aurait pu être du chocolat aussi, mais... Oui, mais l'avantage du chocolat, c'est que c'est très calorique. L'avantage pour les triathlètes, c'est que ces calories sont contenues dans un tout petit volume. Et donc, c'est plutôt une bonne nourriture lorsqu'on a de gros efforts à effectuer. Consommer avec modération, cependant. Loretta Harrop qui nous explique que durant les dernières épreuves, ça s'est très bien passé pour elle et son but cette saison, c'est de faire une médaille. Jackie Gallagher, une ancienne du circuit, et qui nous explique que c'est forcément la course la plus importante pour elle cette saison et qu'elle se prépare depuis 6 semaines. Emma Carney. Et bien sûr pour elle, avec un rendez-vous tel que celui-ci, il faut s'imposer. Elle défend son titre, donc elle est très très décidée. Mais c'est vrai qu'elle sait que cette année ça sera difficile, même si elle est impatiente d'y participer. Alors, l'arrivée de la natation, ça ne vous étonnera pas de savoir que c'est Barb Lindquist qui va sortir en tête et qui va elle aussi devoir donc parcourir cette transition entre l'eau et la zone, et le parc à vélo et la zone de transition, un petit peu plus de 400 mètres. 19,05 à la sortie de l'eau, donc 1 minute 30 environ de plus que les hommes, en sachant que la course se déroulait le lendemain. La course des garçons s'est passée le samedi en fin d'après-midi, la course des filles était le dimanche après-midi, mais visiblement des conditions de natation à peu près identiques. Tout à fait identiques. Et derrière,
Derrière, on aperçoit Michaely Jones, on aperçoit Isabelle Mouton aussi. Rina Hill. Loretta Harrop. On a entendu le pointage, 30 secondes Isabelle. Une grosse densité aussi là, on peut voir qu'une vingtaine de filles à la sortie de l'eau en 30-40 secondes. Et Barb Lindquist qui est donc la première à rentrer dans cette zone de transition. C'est vrai que ça fait un sacré bout de course à pied tout de même. Hein. Ça c'est pas vraiment un cadeau, ni pour les concurrents ni pour les concurrentes. Elle est donc la première dans ce parc à vélo. Et elle espère en ressortir en tête aussi. Jackie Gallagher. Oui, la surprise c'est de voir Jackie Gallagher à 1 minute et 20 secondes. 1 minute et 20 secondes de retard pour Jackie Gallagher. Et puis juste derrière c'est Emma Carney. Ça va pas vraiment mieux pour elle aussi parce que Carney est à 1,40. Rina Hill, Loretta Harrop. On a beaucoup vu les Australiens à la queue leu depuis tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'ils sont tous un petit peu sur le même rythme. On l'a vu avec les messieurs, on le voit avec les dames. C'est vrai que les Australiennes ont quand même fait 1, 2 et 3 l'an dernier. Difficile de faire mieux, impossible de faire mieux. Donc c'est l'un de leurs objectifs. Hein. Michaely Jones juste derrière Rina Hill. Et Loretta Harrop qui sort juste devant Isabelle Mouton. Donc une bonne transition pour Isabelle aussi, qui va se retrouver dans le bon paquet. Et la voici, la championne du monde en titre. C'est difficile pour elle. Elle est déjà éprouvée physiquement. 1,37 sur la première, ça signifie 1 minute sur le paquet. C'est déjà beaucoup hein, d'habitude. Elle sort à 35-40 secondes, voire 45 secondes, mais là ça commence à faire beaucoup. Malgré tout, on connaît ses qualités de cycliste, donc sur ce parcours, pourquoi pas. Et Miles Stewart qui nous fait le commentaire et qui nous dit qu'il est très impressionné par Barb Lindquist, mais aussi par Michaely Jones. Il prend ça très au sérieux, hein, c'est vrai. Il se prépare, il se dit si jamais je suis pas qualifié pour les Jeux à Sydney, je saurais quoi faire. Ouais. Alors, les écarts. Barb Lindquist est en tête devant Rina Hill, Loretta Harrop, les deux Australiennes. C'est loin d'être fini. Le parcours vélo, un parcours qui réserve une sacrée difficulté, cette fameuse côte qui dure 200 mètres, mais 200 mètres à 18%, ça fait du dégât. Barb Lindquist, l'américaine, elle est toujours en tête, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous voyez que ça grimpe. En sachant que ta fameuse côte à 18%, ces 200 mètres arrivent en fin de bosse qui a 4 km qui ont précédé. 5 km, voilà, c'est ça. Donc ça n'est pas seulement juste un mur à franchir. Non. Il y avait pas mal de choses pour se mettre en jambe avant. Oui, c'est la cerise sur le gâteau. Ça s'appelle joliment, le début du parcours vélo s'appelle la vallée de la jeunesse. Oui, et c'est clair qu'il faut être jeune, en tout cas avoir un esprit très jeune pour s'attaquer à cette côte en vélo. À propos de jeunesse, on en profite pour vous rappeler que cette année c'est le 20e anniversaire du triathlon d'Hawaï et qu'on avait à un moment espéré pouvoir retransmettre ce triathlon en direct. Malheureusement, il semblerait que ça ne soit pas possible cette année. Rassurez-vous, vous verrez bien le triathlon d'Hawaï sur Eurosport dans une version de 2 heures, mais sauf revirement de situation au dernier moment, on ne pourra pas suivre l'épreuve en direct. On en est les premiers désolés. Alors on va revenir à cette course, à ces championnats du monde de Lausanne, avec le groupe des poursuivantes qui est maintenant à 6 secondes. Si ce groupe parvient à s'organiser un tout petit peu, elle ne devrait pas tarder à rejoindre l'américaine. Elle avait tout intérêt de toute façon à les attendre, on n'a pas essayé de se sauver. C'est pas elle a priori la meilleure cycliste du lot, donc elle avait tout intérêt à attendre ce groupe d'une dizaine d'unités pour collaborer et essayer justement de faire l'écart sur le deuxième et le troisième paquet. Un groupe dans lequel on retrouve Michaely Jones, vous la découvrez, c'est écrit sur son maillot. Loretta Harrop aussi est présente dans ce groupe, tout comme Isabelle Mouton, ça c'est la bonne surprise côté français. Et puis Joanne King aussi, la championne du monde junior 1996, est présente dans ce groupe.
Isabelle qui fait preuve d'une très très belle régularité au plus haut niveau, hein, malgré son arrêt d'1 an il y a 2 saisons. Elle est revenue à son meilleur niveau, elle est revenue au meilleur niveau mondial. C'est vraiment très très impressionnant et je pense qu'il faudrait qu'on compare un petit peu les palmarès, mais ça va être probablement la française, tout sport confondu, la plus titrée d'un point de vue national. C'est d'autant plus impressionnant que ce que vous rappeliez, c'est qu'elle s'est abstenue de concourir pendant 1 an et que le niveau n'a cessé d'augmenter et que donc il fallait revenir à un niveau qui était encore plus difficile que lorsqu'elle était encore active, entre guillemets. C'est clair, en général, quand vous arrêtez 1 an, les autres ne vous attendent pas. Hein. Non, et c'est absolument pas ce qu'elles ont fait d'ailleurs. C'est incroyable quand même. Hein. Et oui, c'est comme ça, c'est sans pitié. Barbie Quist, Mickey Lee Jones, Loretta Harrop, Isabelle Mouton, Joanne King. Christine Hawk à l'écran dans un groupe de chasse, mais visiblement les groupes de chasse ont un peu de mal à s'organiser. Donc ça va être difficile de revenir sur un tel groupe avec des athlètes qui sont là pour le titre. Hein. Oui, d'autant plus qu'on l'a vu, hein, ce parcours est assez tournant tout de même et que tout à l'heure, vous l'avez vu, l'Australien Greg Walton a fait les frais de son agressivité. Il s'est retrouvé dans le décor alors que vous avez à l'écran Franziska Rösli, la Suissesse, qui emmène le groupe des poursuivantes. Un groupe des poursuivantes qui, une fois n'est pas coutume, semble vouloir s'organiser à peu près. On est bien en Suisse, hein, il y a les cloches. Oui, tout à fait. De la verdure, des cloches, un parcours, il est vrai, très plaisant, en tout cas pour les spectateurs qui sont très nombreux. On vous l'a dit, 40 000 personnes sont venues assister à ces 10e championnats du monde de triathlon format olympique, alors que c'est Evelyn Williamson, la néo-zélandaise, qui cette fois a pris le relais pour emmener ce groupe des poursuivantes, un groupe qui espère bien pouvoir remonter sur le groupe qui vient de rejoindre Barb Lindquist justement. Vous parliez des spectateurs, tous les athlètes qui ont été présents et avec lesquels j'ai pu discuter m'ont dit qu'effectivement c'était vraiment la première fois sur un championnat du monde où ils se sentaient sur un événement digne d'un championnat du monde, avec du spectateur, avec des encouragements, un monde fou dans la côte, du monde partout sur le parcours vélo, sur le parcours à pied aussi. Par conséquent, pour les athlètes, c'est très très important et c'était important de pouvoir faire cette démonstration en présence de Juan Antonio Samaranch pour faire voir que le triathlon c'est quelque chose qui est en train de grandir, quelque chose qui est populaire et qui peut intéresser le public. Oui, ça c'est clair, il n'y a pas de doute à ce propos et d'ailleurs Juan Antonio Samaranch on est tout à fait convaincu. Vous découvrez à l'image Emma Carney qui malheureusement a eu un problème mécanique. Elle a cassé un de ses câbles de frein. Elle a été contrainte d'abandonner. C'est une saison noire tout de même pour Emma Carney qui avait débuté sous les mêmes auspices que la saison passée où elle s'était imposée dans la première étape de la Coupe du Monde. Elle qui avait tout remporté la saison dernière, notamment les championnats du monde. Et bien cette année, une année à oublier très très rapidement. Et vous avez aperçu Messmer, la Suissesse, qui a chuté elle aussi. Il y a eu quelques chutes chez les messieurs, il y a aussi quelques chutes chez les dames et qui a dû elle aussi abandonner. Alors la transition avec Mickey Lee Jones notamment, l'Australienne qui est parfaitement placée. C'est vrai que pour Emma Carney, c'est quand même une saison qui contraste singulièrement avec la saison passée. Oui, mais c'est toujours, vu la qualité de la saison de 97 qu'elle a pu accomplir, c'est vraiment difficile de pouvoir doubler, hein, c'est évident. Donc elle est jeune encore, elle a été championne du monde pour sa première participation en 94, donc ça fait déjà 4 ans. Elle a encore de très très belles années devant elle, ça fait partie du jeu, hein, les années noires, les années où tout vous réussit, ça fait vraiment partie du sport et sinon ce serait à la limite pas très intéressant. Simon l'année dernière venait aussi pour un nouveau titre mondial, il fait que 3e, c'est sûr que c'est pas tout à fait pareil, mais le niveau maintenant augmentant, ayant une telle densité, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de se placer. 2 Australiennes dans les 3 premières avec notamment un Mickey Lee Jones. Mickey Lee Jones bien placé, on a aperçu aussi Joanne King.
Le groupe de chasse avec Jenny Rose, Mieke Suisse. On a vu Natasha Badman qui a dû faire un très très gros vélo pour pouvoir revenir car elle était sortie assez loin après la natation. Bien, on parlait des Australiennes, ce sont elles qui sont en tête, les numéros 6 et 12 et qui se préparent à courir ce parcours de 10 km. 4 boucles de... Joanne King, c'est assez impressionnant, hein, elle est championne du monde junior l'année dernière. Elle a participé à l'Ironman d'Australie cette année où elle a fait 2e, il me semble. Il faudra qu'on vérifie les résultats, j'ai plus ça en mémoire. Mais... Joanne King, c'est celle qui est en tête, la plus jeune, avec son numéro 12. Elle n'est plus à l'écran pour l'instant, mais rassurez-vous, on va la revoir d'ici quelques secondes. Elle a 22 ans, elle est née en 1976, donc c'est déjà une carrière bien impressionnante. Et Evelyn Williamson, la représentante néo-zélandaise, qui tente de revenir sur les échappées. La championne d'Europe hollandaise qu'on a pu voir passer, Hoogzad. Et ici, celle qui longtemps a mené la course, Barb Lindquist, qui était en tête après la natation, mais qui là court, ma foi, les pieds carrément à plat, et ça c'est jamais un bon signe, hein. Techniquement, oui, il faudra qu'elle progresse un petit peu en course à pied. On connaissait ses qualités de... Regardez le contraste. On connaissait ses qualités de nageuse et de cycliste. C'est vrai que si elle veut arriver au plus haut, je dirais vraiment au top du niveau mondial, avec les qualités dans les 2 premières épreuves, il faudrait qu'elle progresse un petit peu à pied. Jackie, ça, tout à fait réalisable. Jackie Gallagher en 9e position pour l'instant, alors que vous découvrez Isabelle Mouton justement avec son numéro 3 à droite de votre écran. La lutte avec Williamson et Loretta Harrop. Oui, bien encadré. Et le duel pour la victoire. Ce qui est certain, c'est que cette année, ça n'échappera pas à l'Australie. Alors la jeunesse ou l'expérience? La question, la jeunesse ou l'expérience, vous avez eu immédiatement la réponse. C'est Joanne King, l'Australienne, la jeune Australienne qui va faire la différence. Mickey Lee Jones n'a pas pu maintenir le rythme imposé par sa jeune coéquipière, par sa jeune compatriote. Et vous le rappeliez, hein, c'est tout à fait étonnant. La saison effectuée par cette ancienne championne du monde junior. Elle peut sourire, Mickey Lee Jones. Joanne King. Oui, Joanne King, oui. Mickey Lee Jones, elle sourit un peu moins. Elle est en 2e position. Pour l'instant, elle espère déjà la tenir, cette 2e position, ce qui n'est pas certain. Loretta Harrop, elle, est en 4e place. Et vous découvrez les 2 sœurs Mouton côte à côte. Et Isabelle qui rejoint Béatrice. Et Joanne King qui arrive tout sourire avec 2 drapeaux australiens, s'il vous plaît. Elle a encore de l'énergie à revendre. Premier titre pour la jeune Australienne, premier titre mondial. Eh bien, ce titre n'échappera pas donc à l'Australie après Emma Carney l'an passé. Joanne King cette année. Une belle fin de course, hein, puisqu'elle gagne avec une avance assez confortable, hein. Il va y avoir 38 secondes à l'arrivée, en sachant que jusqu'au milieu du parcours, elle est accompagnée de Mickey Lee Jones. On la voit tomber dans les bras, il me semble que c'est Brad Sutton. Oui, tout à fait, c'est l'entraîneur australien qui a sorti beaucoup de grands champions et qui visiblement est aussi l'entraîneur de Joanne King. Ça, c'est un petit peu ses méthodes à Brett, hein, de pousser les athlètes, gros entraînements. C'est pas étonnant qu'elle ait fait un longue distance, un Ironman déjà, même en étant très très jeune. Le connaissant, c'est tout à fait logique. Et pour la 2e place, eh bien c'est finalement Mickey Lee Jones qui va tout de même la tenir, cette 2e place. L'Australie qui avait réalisé... Jones, hein.
Pardon ? Très déçu. Oui, c'est normal, hein, elle a déjà été championne du monde. C'est aussi un passage de flambeau, une génération qui prend la main. C'est très très difficile. Et pour la 3e place, eh bien, c'est Evelyn Williamson. Les Australiennes ne feront pas 1, 2 et 3 cette saison. Elles feront 1, 2 et 4 puisque la Néo-Zélandaise Evelyn Williamson est venue s'intercaler. Mais très belle prestation d'Isabelle Mouton. En 5e place, on va écouter tout de suite Joanne King, la championne du monde. Je n'ai que 22 ans et j'espère pouvoir poursuivre ma carrière très longtemps. Alors être championne du monde était l'un de mes objectifs et c'est arrivé un petit peu plus tôt que prévu. Je savais que je pouvais accrocher une médaille, mais j'étais à la fois tellement près et tellement loin de Joanne. On verra l'an prochain. C'est bien, quoi qu'il arrive, parce que l'Australie s'impose de nouveau. On écoute Evelyn Williamson qui nous dit qu'elle se sentait bien, alors elle s'est dit j'ai rien à perdre, je tente le tout pour le tout, et c'est passé, oui, pour une belle médaille de bronze. Joanne King, l'Australienne, s'impose devant son aînée Mickey Lee Jones, Evelyn Williamson venant compléter ce podium de l'Océanie. Et pour la première place européenne, eh bien, on se dirige tout simplement vers Isabelle Mouton, la française, qui prend la 5e place. On vous rappelle le résultat des messieurs. Alors que là, vous découvrez le classement de la Coupe du Monde avec Hamish Carter pour l'instant en tête. Et chez les dames, c'est toujours Emma Carney, même si elle est menacée par Mickey Lee Jones. En fait, c'est le classement cumulé Coupe du Monde avec les résultats de l'an dernier, puisque ça compte, c'est qualificatif pour les épreuves olympiques et uniquement les meilleurs de ce classement ETU seront qualifiés pour les Jeux. Voici le podium des messieurs. Ces championnats du monde édition 1998 sont maintenant terminés. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très très bientôt sur Eurosport pour du triathlon. Et puis on vous donne rendez-vous pour dans 2 ans pour les Jeux Olympiques. Juan Antonio Samaranch sera sûrement présent, tout comme cette jolie jeune fille, Joanne King, la nouvelle championne du monde. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt. Salut à tous. Au revoir à tous.